introduction. Donc, je vous propose qu'on passe directement au premier webinaire de cette journée qui va porter sur les protéines végétales bio et leur cadre réglementaire. Je vais tout d'abord introduire le sujet pour poser le contexte. Puis on aura l'intervention d'Alexandra Béraud-Sudreau pour la DRAF Auvergne-Rhône-Alpes et puis d'Olwen Thibault de la Chambre régionale d'agriculture. Et vous pouvez poser vos questions via l'espace chat directement. Aurélie Belleuil, qui est également connectée avec nous ce matin, va se charger de sélectionner les meilleures questions ou les questions peut-être les plus intéressantes que vous allez poser si nous n'avons pas la possibilité de toutes les proposer aux intervenants pour respecter notre timing et puis répondre aux questions qui se font les plus récurrentes. Donc très rapidement une introduction. Je voulais simplement vous rappeler que, au regard de l'ANSES, les protéines végétales sont définies comme des constituants indispensables à la vie à la fois humaine mais également animale. Que ces protéines peuvent provenir à la fois des animaux, vous le savez déjà, mais aussi surtout des végétaux. Et c'est notamment le sujet de la journée, céréales et légumineuses notamment. Donc il y a un enjeu déjà en matière de santé publique défini à ce niveau-là. Et puis nous allons dérouler le reste de la journée autour de la protéine végétale bio telle que elle est définie au sens du cahier des charges européen relatif à l'agriculture biologique, tout simplement. Donc concrètement, quels sont les enjeux aujourd'hui de la protéine végétale bio? On va essayer d'avoir une vision un petit peu globale de la problématique, quitte à la simplifier un petit peu. Donc tout d'abord, on a des difficultés à produire sur le terrain de la protéine végétale bio, qui sont d'autant plus difficiles à appréhender que on a une évolution du règlement européen. Au 1er janvier 2022, on va passer de 95 à 100% de matières premières devant être biologiques dans la composition totale d'aliments composés biologiques. Donc, on présume, on n'en est pas encore certain, mais on identifie les difficultés pour valoriser les céréales en deuxième année de conversion d'une part, et on se pose des questions sur l'effet de l'évolution de cette réglementation sur le niveau de production et donc sur la concurrence entre alimentation humaine et animale, la concurrence éventuelle entre alimentation humaine et animale, d'une part, et d'autre part, on a également le règlement Farm to Fork de la fourche à l'assiette défini par l'Union européenne cette année, qui a comme objectif d'atteindre 25% de surface agricole utile en agriculture biologique d'ici 2030. Donc on évolue dans ce contexte sur le plan un petit peu réglementaire. On a de l'autre côté des exigences consommateurs. Selon le CREDOC, les Français font partie des Européens les plus exigeants. Ils privilégient avant tout le plaisir dans leur alimentation. Suite au scandale alimentaire passé, le bio répondrait à leurs attentes en matière d'assurance et de garantie au niveau de l'alimentaire. Mais toujours selon le CREDOC, si la notion de qualité en alimentation devait se résumer en quelques mots pour les Français, ce serait un aliment issu de l'agriculture biologique, un produit naturel cultivé localement et qui a du goût. Donc quel impact de la crise sanitaire actuelle, celle du coronavirus, sur les exigences consommateurs. On a le sentiment que les exigences du consommateur sont renforcées par la crise sanitaire et que les produits bio sont ceux qui s'en sortent le mieux, et avec notamment un renforcement des produits bio et locaux. Et puis en troisième lieu, on a des enjeux au niveau national, qui mettent en exergue le besoin de travailler sur l'éco-conception des filières, avec demain ce qu'on appelle un potentiel affichage environnemental sur les produits alimentaires notamment, donc afin d'informer le consommateur sur les impacts sur l'environnement de l'élaboration de tel ou tel produit alimentaire. Vous avez un exemple sur la diapositive de ce à quoi pourrait ressembler à moyen terme l'affichage environnemental du coup sur les produits. Donc se pose la question de la protéine végétale bio importée dont parlait par exemple Régine en introduction, et des conséquences de sa production du coup sur l'environnement dans des pays qui sont moins regardants que la France au regard de leur environnement. Et puis on est en direct avec les exigences consommateurs au regard des produits consommés. Et enfin, on évolue également dans un contexte où on a des opérateurs économiques qui veulent s'impliquer et qui veulent anticiper les enjeux de la protéine végétale bio et de sa production pour une production régionale ou française de protéines végétales biologiques.
Ça va être notamment le cas de témoignages ce matin à travers les webinaires auxquels vous allez participer. Et puis également des opérateurs qui décident pour leur part d'intégrer toute la chaîne de production. Encore une fois, d'autres opérateurs ce matin viendront témoigner spécifiquement de ce sujet-là. Donc voilà ce que je voulais dire en termes d'introduction assez rapide. Je voulais également rappeler qu'on a un plan de filière céréales qui a été défini par Intercéréales, d'accord, dans lequel les professionnels identifient une opportunité qu'a notre pays pour devenir un acteur majeur de l'approvisionnement en protéines et un leader sur de nouveaux marchés. Tout simplement. Et puis, on a également Emmanuel Macron, je voulais simplement également le rappeler, qui, au lendemain du G7 de Biarritz en 2019, a déclaré qu'il souhaitait recréer une souveraineté protéinique. L'Europe doit être capable de produire ses propres protéines pour elle-même, pour consommer comme pour les éleveurs. Voilà, donc je voulais vous rappeler ces quelques éléments introductifs et je laisse à présent la parole à Alexandra Béraud-Sudreau de la DRAF Auvergne-Rhône-Alpes pour nous parler du plan protéines biologiques. Alexandra, je vous laisse me dire quand vous souhaitez que je passe aux diapositives, tout simplement. D'accord, merci. Bonjour à tous, donc Alexandra Béraud-Sudreau, donc je suis responsable du pôle filière agricole et agroalimentaire à la DRAF Auvergne-Rhône-Alpes. Je prends donc la suite de Régine Marchal-Nguyen pour vous présenter le plan protéines végétales du plan de relance national qui va permettre de financer des projets pour les protéines végétales en bio comme en conventionnel en France, mais aussi dans notre région, donc pour les années 2021 et 2022. Ce plan protéines végétales, comme vient de vous l'expliquer Régine Marchal et Thibaut Péclet, il s'inscrit dans le plan souveraineté protéines végétales. Il vise à accroître l'indépendance de la France pour son approvisionnement en protéines végétales destinées à l'alimentation humaine comme animale. Et il est doté de 100 millions d'euros dans le cadre du plan de relance. Alors, je vais vous le présenter en avant-première, en quelque sorte, parce qu'il vient de sortir. Il y a certaines mesures qui ne sont pas encore toutes sorties, vous allez le voir. Nous avons eu confirmation de certains points de mesure encore hier après-midi. Et il est présenté au DRAF par l'administration centrale du ministère de l'Agriculture en ce moment en parallèle. Donc, son objectif, il est d'augmenter les surfaces de légumineuses de 40% d'ici 3 ans et de les doubler d'ici l'horizon 2030. Ce plan, il est issu d'une large concertation qui a eu lieu depuis l'année dernière avec 300 propositions qui sont remontées, dont celle d'Auvergne-Rhône-Alpes, puisque nous avons participé en région donc, à cette concertation en organisant notamment une réunion avec les têtes de réseau pour identifier les freins et les leviers dans notre région. Donc, cette stratégie nationale, elle va répondre à 3 priorités. Régine Marchal a commencé à vous les évoquer. Donc, c'est la réduction de la dépendance aux importations de matières riches en protéines et notamment du soja importé. La deuxième, c'est l'amélioration de l'autonomie protéique des élevages pour donc augmenter cette autonomie des éleveurs. Et puis, le troisième axe, donc troisième priorité, c'est l'augmentation de la production et de la consommation de légumes secs des Français, donc lentilles, pois chiches, etc., donc dans l'alimentation humaine. La répartition du financement, elle se fait selon 5 volets au niveau national. Donc, le volet A, c'est pour l'amont, c'est l'investissement matériel et les achats de semences pour les agriculteurs et les éleveurs. Il est doté de 20 millions d'euros. Le volet B, c'est pour l'aval et la structuration de filières. Donc, pour les investissements aval comme les silos, les unités de tri et de transformation et le développement variétal, il est doté de 55 millions d'euros. Le volet C, c'est un volet pour la recherche, puisqu'on avait vu que c'était important, qu'on avait besoin de recherche et de développement pour développer les protéines dans notre pays et dans notre région. Donc, il est doté de 20 millions d'euros. Le volet D, c'est le volet de promotion de la consommation auprès du grand public, et notamment des enfants dans leur alimentation, selon les recommandations du PNNS. Donc, il est doté de 3 millions d'euros. Et ensuite, le dernier volet, c'est le volet E, d'accompagnement des startups, de 2 millions d'euros. Alors, je vais vous présenter ces différentes mesures en détail. Désolée, c'est un petit peu catalogue. J'espère que je ne vais pas tous vous perdre. Voilà. Mais je vais essayer de faire au mieux. Donc, le premier volet, comme je vous le disais, le volet A, c'est pour l'amont. Donc, c'est des investissements en matériel, des agroéquipements, donc matériel pour la culture, pour la récolte et le séchage des légumineuses fourragères. Et puis, il y a un deuxième sous-volet qui est le développement des sursemis, donc avec une aide à l'enrichissement des prairies en légumineuses comme les luzernes, les lotiers, corniculés, trèfles, etc. Donc, c'est un appel à candidature qui va être déposé sur le site de France Agrimaire, qui sera ouvert à partir du 4 janvier 2021, donc là, très bientôt.
et qui est doté de 20 millions d'euros. La cible, ce sont les exploitations agricoles, les CUMA, les ETA et les lycées agricoles. Alors, il y aura un catalogue de matériel sur le même principe que les autres appels à projets qui ont été faits par France Agrimaire pour le matériel agroéquipement pour améliorer notamment les zones pour tout ce qui était zones vulnérables, etc. Donc, et l'instruction et la sélection, elle va se faire au fil de l'eau. Alors, pour le premier sous-volet, pour le matériel, ce seront des projets de 1 000 € à 40 000 € qui pourront être financés avec une aide jusqu'à 40% et une majoration pour les GIA et les CUMA. Et le plafond de l'aide, il est de 16 000 € hors CUMA, parce que pour les CUMA, bien sûr, il est plus élevé. Et pour le sur-semis, on est sur des projets qui pourront être financés, donc sur des projets de 1 000 € à 12 500 € et qui seront financés avec une aide de 40%, donc de 500 à 5 000 €. Ensuite, le volet B, donc pour l'aval, la structuration de filière et l'investissement aval. Alors là, j'ai un petit souci parce qu'en fait, on a eu des informations différentes qui sont divergentes, qui nous ont été données. On attend un arbitrage parce qu'en fait, il y a un appel à projet qui est sorti sur le site de France Agrimaire le 2 décembre, qui est doté de 50 millions d'euros, mais qui indique que les projets bio, aval et structuration de filière bio, protéines végétales bio, ne sont pas concernés par cet appel à projet. Du coup, j'ai demandé donc à l'administration centrale un arbitrage qui va être, mais qui n'est pas encore rendu, qui va être rendu dans les jours prochains et que je mettrai cette information en ligne sur notre site, donc vous pourrez la voir. Dans le cas des projets protéines végétales bio de structuration de filière ou d'aval, ils seraient dirigés, si on reste sur cette position, vers le fonds Avenir Bio que je vais vous présenter ensuite, qui est ouvert donc qui va être plus largement ouvert qu'il ne l'est aujourd'hui. Donc, cet appel à projet qui est sorti de France Agrimaire, il est pour des projets qui sont supérieurs à 100 000 € et il prend en compte à la fois des dépenses matérielles d'investissement avec un taux d'aide à 40% et des dépenses aussi immatérielles. Et puis, dans ce volet B, on a aussi un investissement qui est possible pour le développement variétal pour la recherche privée. Donc ça, c'est un appel à projet national qui va avoir lieu donc, au début de l'année pour un montant de 5 millions d'euros. Ensuite, le volet C. Voilà, alors je vais vous présenter les volets C, D et E. Alors, le volet C, c'est un soutien à la recherche, au développement et à l'innovation. Donc, en fait, pour la création de variétales, pour améliorer donc l'accompagnement technique, les itinéraires techniques et avoir aussi des procédés de transformation qui sont innovants. Donc, il va y avoir une convention nationale qui sera signée donc en fait l'année prochaine, enfin 2021, dès 2021, pour un montant de 20 millions d'euros avec des organismes de recherche et de développement comme Innovia et Lidl. Ensuite, on a un autre volet donc, du plan protéines végétales qui est de la communication pour promouvoir la consommation de légumineuses donc, auprès du grand public. Donc lui, il va faire l'objet d'un appel à proposition pour les interprofessions qui sera mis en ligne sur le site de France Agrimaire, lui aussi en janvier 2021, pour un montant de 3 millions d'euros. Et puis, le dernier sous-volet du plan protéines végétales, c'est un accompagnement des startups avec un accélérateur pour les startups ou les entreprises qui sont impliquées dans le développement de produits, de technologies ou de services innovants dans le domaine des protéines végétales ou du futur et qui va se concrétiser par la mise en ligne, donc un appel à projet sur le site de BPI France, lui aussi à partir de janvier 2021, et qui va concerner des projets qui seront inférieurs à 75 000 € avec une aide importante, jusqu'à 80%, qui pourra aller jusqu'à 50 000 €. Et il est doté de 2 millions d'euros, donc ce dernier volet. Et puis, je vais compléter cette présentation du plan protéines végétales par les mesures qui existent aussi dans le fonds d'avenir bio. Parce qu'en fait, le fonds d'avenir bio qui existe déjà, il est renforcé dans le cadre du plan de relance par 10 millions d'euros, 5 millions d'euros par an en 2021 et 2022. Il va être ouvert plus largement donc pour des projets bien sûr majoritairement bio, pour les agriculteurs, les coopératives, les associations ou les groupements de producteurs et les entreprises de transformation et de distribution qui sont engagés dans un projet collectif. Donc ça, on reste sur l'exigence d'un projet collectif, d'un projet qui est d'envergure nationale, mais le critère qui avant était suprarégional, lui, ne va plus être présent
à partir de 2021 dans l'appel à projet. Et il faut qu'il y ait un impact qui soit important sur la filière bio, que ce soit un projet innovant ou réplicable, et qu'il implique au moins deux maillons de la filière, à la fois à l'amont et à l'aval. Donc ça, c'est un critère qui est déterminant, hein, cet aspect partenarial dans la sélection des projets. Alors, il vise à aider des dépenses matérielles, donc à la fois de la production primaire, s'il y a un investissement collectif, et puis du matériel de transformation et de commercialisation, et des dépenses immatérielles de recrutement personnel, d'aide à la montage financier du projet, etc. Il est donc mis en ligne donc, sur le site de l'agence bio. Il est ouvert en continu. Alors aujourd'hui, il existe un appel à projet qui est en cours depuis le mois d'octobre et qui se clôture le 12 janvier. Cet appel à projet-là, il n'est pas concerné par cette nouvelle mesure que je vous explique. Donc, par contre, à partir du 13 janvier, on aura un appel à projet qui sera ouvert en continu, donc jusqu'en septembre 2022, et il y aura 3 vagues de sélection donc en 2021. Et une augmentation de l'enveloppe, comme je vous le disais, de 5 millions d'euros. Ça veut dire que le fonds Avenir Bio, il passe à 13 millions d'euros par an, 13 millions d'euros en 2021 et 13 millions d'euros en 2022. C'est pour des projets qui sont supérieurs à 50 000 euros, avec un plafond d'aide qui, là, est remonté, donc c'est une différence. Il est monté à 1,2 million par projet et il est aussi monté le plafond d'aide par bénéficiaire indépendant, puisque il est monté à 700 000 euros. Le taux d'aide, il reste de 10 à 100% en fonction du type de projet et de la taille des entreprises. Par exemple, 10% pour un investissement matériel pour une entreprise de seconde transformation, 60% pour un investissement matériel collectif dans la production primaire, ou 100% si c'est de la R&D avec diffusion des résultats. Donc ça, c'est pour le fonds Avenir Bio qui donc est largement augmenté. Et puis, on a d'autres mesures aussi du plan de relance qui participent indirectement au plan protéine végétale. Donc, il y a la mesure PAT, donc pour les projets alimentaires territoriaux, qui est dotée de 80 millions d'euros, qui, elle, vise à soutenir l'augmentation de la production et la consommation de protéines au niveau local, enfin notamment, hein, donc qui va pouvoir aussi être utilisée parce que ce n'est pas encore ouvert, ça sera ouvert pareil en 2021. Et puis, une autre mesure de soutien aux cantines scolaires, qui prévoit des formations pour les restaurateurs et gestionnaires de la restauration collective, notamment qui va permettre de développer la consommation de légumineuses pour répondre aux exigences de la loi Egalim d'un repas, un repas végétarien par semaine, et puis une augmentation donc, de l'apport notamment en bio à 20%. Vous trouverez donc des informations de communication sur notre site internet donc, de la DRAF avec donc des pages dédiées au plan de relance où nous mettons les informations au fil de l'eau. Hein, dès que nous avons les informations, nous les mettons en ligne. Et puis, vous pouvez aussi utiliser une boîte mail dédiée qui s'appelle France Relance DRAF Auvergne-Rhône-Alpes pour nous poser des questions et nous faire remonter vos projets. Et si vous avez des questions particulières sur le fonds Avenir Bio, vous pouvez aussi consulter le site de l'agence Bio pour avoir donc des renseignements et contacter l'adresse mail dédiée Avenir Bio. Voilà, merci. Merci Alexandra, merci beaucoup. Avant peut-être de passer sur Olwen, est-ce qu'on peut accepter une ou deux questions, Aurélie, éventuellement? Oui, on a 2-3 petites questions, donc notamment de précision, qui ont été posées. Donc, en ce qui concerne le plan protéines, donc vous nous confirmez bien que c'est un plan qui n'est pas spécifiquement dédié à la bio, qui concerne l'ensemble de l'agriculture française. Oui, tout à fait, hein, conventionnel et bio. Mais les bio, bien sûr, peuvent largement émarger comme les autres producteurs, tout à fait, et les autres entreprises. D'accord. Donc, à l'exception du volet sur Alors ça, voilà, ça, il y a encore un point d'interrogation. Je suis désolée, j'étais encore en communication hier soir à 18h pour avoir les dernières infos, mais l'arbitrage n'était pas encore rendu. Donc, je ne peux pas vous donner l'information. Mais voilà, on ne sait pas encore si ça sera vers l'appel à projet France Agrimaire ou le fonds Avenir Bio. Sachant que globalement, les exigences, vous avez vu, il y a quand même des exigences qui se ressemblent hein, dans les deux appels à projet. Hein, il y a des choses qui sont proches. Ok. Donc une deuxième question qui concerne du coup les investissements des agriculteurs pour le stockage, le tri et la transformation des légumineuses à destination de l'alimentation humaine en particulier. Est-ce qu'ils pourront être financés dans ce volet B?
Alors, des projets individuels, c'est des projets collectifs qui peuvent être financés. Sinon, il y a, voilà, pour ce qui concerne, alors, pas dans l'alimentation humaine de mémoire, mais pour tout ce qui est autonomie protéique, il y a aussi, pour l'amont agricole, on peut aussi utiliser les mesures FEADER qui existent avec dans le cadre qui sont mis en place, mis en œuvre par le conseil régional. Ça, vous avez des mesures d'investissement avec notamment des majorations pour les bio. En fait, le plan de relance, il s'articule avec les autres mesures qui existent déjà. On va mettre en ligne sur le site de la DRAF, on est en train de construire en fait un arbre un peu pour vous indiquer en fait, quand vous avez un projet, vers quel dispositif vous tournez. Parce que là, on se retrouve avec un foisonnement de mesures. Il y a de quoi se perdre. C'est comme à la sorte de labyrinthe. Et du coup, on va essayer de vous guider au mieux, voilà, pour voir les dispositifs qu'il faudra mettre en œuvre, sachant bien sûr que si vous allez vers un dispositif, il y aura un cumul maximum de taux d'aide, comme toujours, et des contrôles croisés qui existeront. D'accord. Okay. Il y a d'autres petites questions. Donc on invitera les participants à consulter ces sites. On pourra mettre les liens à disposition pour que les gens puissent trouver des infos plus précises. Donc, il y avait effectivement des questions assez précises. Donc, on invitera les gens à consulter ces sites. Merci. Merci beaucoup, Alexandra. On va continuer à dérouler le webinaire avec Olwen Thibault à présent. En fonction du timing qui nous reste en fin de webinaire, on reviendra éventuellement sur des questions qui nous ont été posées vous concernant, Alexandra, et on les complétera avec éventuellement celles relatives au sujet que Olwen va nous présenter à présent. Olwen, n'hésite pas à me dire quand tu souhaites que je passe les diapositives. Bonjour à tous, vous m'entendez ? Ok. Donc, bonjour à tous, Olwen Thibault. Donc, je suis référente technique régionale pour le réseau des chambres d'agriculture Auvergne-Rhône-Alpes sur les grandes cultures bio. Donc, on m'a demandé de vous faire une présentation sur l'état des lieux un peu de la production de protéines végétales bio en France et sur la région. Donc, voilà, donc juste une première remise en contexte un peu de la production bio de la France au niveau européen. Donc, voilà, juste cette petite diapo pour vous montrer que la France est quand même sur une courbe de croissance particulièrement importante depuis, on va dire, 2014. Les voisins italiens et espagnols sont un peu dans la même tendance et on voit quand même que la France représente une grande partie de la SAU bio au niveau de l'Union européenne. Diapo suivante. Donc, si on se concentre sur la France, on voit vraiment qu'on est sur une augmentation des surfaces bio qui est presque exponentielle, avec plus de 2 millions d'hectares qui sont engagés en bio en 2019 pour à peu près 90 000 exploitations. Donc, si on regarde un peu depuis 2014 la progression des surfaces, c'est vraiment... les grandes cultures ont fait un plus de 250% en 5 ans. Donc, on est vraiment sur une tendance très forte d'augmentation, notamment sur les grandes cultures. Diapo suivante. Par contre, si on regarde les parts de surface en bio par rapport aux surfaces totales, donc en France, du coup, aujourd'hui, on est à 8% de surface de la SAU totale qui est en bio. Les grandes cultures, on est quand même toujours, il faut relativiser du coup les chiffres qu'on a vus avant, qu'à 5% de la surface totale en grande culture qui est engagée en bio. Voilà, les fruits sont à 25%, les plantes aromatiques à 20% et les vignes à 14%. Les surfaces fourragères sont à 11%, donc là-dedans, on aura aussi une partie de production de protéagineux fourragers. Diapo suivante. Donc là, je me suis concentrée du coup plutôt sur les protéagineux, on va dire à graines. Voilà, donc pas trop sur les fourragères.
Pour vous montrer, donc là, on est sur l'évolution des surfaces en protéagineux bio en France entre 2011 et 2019. Donc, le principal protéagineux produit quand même en France, on peut voir clairement que depuis 2014, on a une très forte augmentation des productions de soja. Depuis 2016 également, c'est la lentille et le pois chiche qui sont sur des courbes de croissance. Voilà, la févrole est plutôt sur un palier, le pois protéagineux également. Voilà, donc en tout cas, on arrive à plus de 40 000 hectares de soja bio en 2019 sur la France. Donc le soja, c'est à peu près 43% des protéagineux à graines produits en bio sur la France. Vient ensuite la févrole. Bon, vous verrez, on pourra peut-être un peu modérer les chiffres quand on regardera par région. Et la lentille représente quand même 15%, le pois protéagineux 11% et le pois chiche 9%. Donc, sur ce graphique, on a la déclinaison par région. Donc, vous voyez en bleu foncé notamment le soja. Et vous voyez notamment l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine qui se démarquent particulièrement sur cette production, mais également, en fait, si on regarde en orange, la févrole. C'est en effet lié à des très fortes conversions sur le bassin sud-ouest ces 2-3 dernières années. Du coup, les chiffres sont quand même à modérer, c'est-à-dire qu'en Occitanie, sur les 22 000 hectares de soja, on en a quand même un tiers qui sont des surfaces qui sont en cours de conversion. Et pour la Nouvelle-Aquitaine, on est presque sur 40% des surfaces qui sont en cours de conversion en soja et févrole. Le soja, jusqu'à présent, restait quand même une culture plutôt intéressante pendant la période de conversion, ce qui maximise aussi les volumes pendant cette période de conversion. Donc, 2 ans de conversion sur les grandes cultures qui font qu'on récolte au moins 2 années une production qui ne peut pas être valorisée en bio, mais qui peut être utilisée pour notamment l'alimentation animale. C'est aussi ce qui explique la saturation du marché du C2, donc pour l'alimentation animale. C'est notamment cette année et déjà un peu l'année passée. Et donc une chute des prix sur le C2 en 2020 et déjà un peu en 2019. Concernant la févrole également, on voit des volumes assez importants en Occitanie. Pour autant, on constate quand même que c'est un peu la même problématique que produire de la févrole en Auvergne-Rhône-Alpes. On y reviendra un peu plus tard. C'est assez compliqué. Et donc ces volumes-là, voilà, il faut les modérer, c'est-à-dire que la févrole produite ne représente pas forcément des énormes volumes collectés derrière sur ces régions. Disons, tout le sud de la Loire est moins propice à la févrole que le nord de la Loire. Voilà. Également, l'Occitanie, grosse zone de pois chiches. Voilà, ce qui se démarque largement par rapport aux autres régions. Donc, Auvergne-Rhône-Alpes, à côté de toutes les autres régions, peut paraître assez faible, mais on va voir que c'est quand même pas négligeable et que c'est en forte progression. Donc, je te laisse passer la diapo suivante, Thibaut. Donc là, on est sur la région. Donc, en bleu foncé, le soja, qui représente quand même une grosse partie des volumes. Donc, on voit qu'on a une croissance qui est continue depuis 10 ans. Se développe particulièrement depuis, on va dire, 2 ans, la culture de la lentille, en plus des volumes historiques qu'on avait, notamment sur des producteurs en vente directe ou sur la zone de la lentille verte du Puy.
On a également une croissance au niveau du pois chiche et des autres protéagineux. On voit globalement qu'on a par contre une baisse sur la févrole et sur le pois protéagineux qui, voilà, comme je l'évoquais tout à l'heure, sont quand même des cultures relativement compliquées sur notre région. Si on prend le détail par département, donc on voit clairement ressortir les surfaces en soja qui se concentrent, on va dire, sur la vallée du Rhône, hein, donc dans l'Ain, la Drôme, l'Isère et le Rhône. Donc le soja, on y reviendra en fin de matinée, qui est une culture qui a des besoins en eau relativement importants, donc qui est beaucoup soit sur des zones pluvieuses, soit irriguées, et avec quand même une chaleur, un minimum de chaleur nécessaire. Également sur ce graphique, on voit la production de pois chiches qui va se concentrer plutôt dans la zone sud, hein. On est quand même sur une plante méditerranéenne, donc essentiellement sur la Drôme, un petit peu sur l'Isère. Et la lentille, avant tout en Haute-Loire, et maintenant avec le développement de filières avec certaines coopératives, on voit aussi des volumes en Isère, dans l'Ain, dans la Drôme, un peu dans le Rhône et le Puy-de-Dôme également. Avec les volumes historiques qui sont orientés 100% vente directe, puisque les filières sont quand même datent de 2 à 3 ans maximum. Pour la févrole, on voit clairement que c'est plutôt une production qui est présente notamment sur l'Allier et globalement plutôt sur le côté auvergnat, hein, avec le Puy-de-Dôme aussi qui en produit un peu, et un petit peu en Drôme également. Voilà pour ce graphique, donc, qui montre quand même le soja en particulièrement protéagineux à graines le plus cultivé sur la région. On était vraiment jusqu'à présent sur des données surface, donc c'est des données issues des synthèses de l'agence bio. Si on regarde un petit peu en termes de volume, donc on retrouve quand même un peu les mêmes tendances, c'est-à-dire que c'est le soja qui représente les volumes les plus importants. On est à peu près en 2019 à environ 5000 tonnes qui ont été, un peu plus de 5000 tonnes collectées sur la région, ce qui représente quand même à peu près 9% du soja bio collecté en France. Donc, ce qui n'est pas négligeable. Par contre, sur la févrole, clairement, avec les 113 tonnes collectées, on voit très bien qu'on n'est quand même pas la région la plus favorable à cette production. On ne représente même pas un 0,5% de ce qui est collecté en France. Et on est sur la même tendance sur le pois, avec moins de 2% de la part en France. On n'avait pas les données France Agrimaire sur la lentille et le pois chiche. Donc là, je vous donne les données collectées par la coopération agricole, hein. Donc c'est avant tout les données des coopératives, manquent les négoces. Sur la lentille, on voit quand même qu'on est vraiment sur un marché de niche, hein. On est sur 85 tonnes de collecte sur la région. Et on est sur une collecte 100% bio, hein. Globalement, à part sur la lentille verte du Puy, les nouvelles zones de collecte qui se développent sont uniquement sur des marchés bio. Et le pois chiche, on est sur la même tendance également, avec 38 tonnes collectées. Voilà, et un petit peu de ces deux, qui s'expliquent pas forcément. Merci Olwen, on a un petit peu de retard, donc malheureusement je pense qu'on va pouvoir prendre une ou deux questions, mais grand maximum. Aurélie, est-ce que tu peux nous aider à les faire remonter Oui, alors une petite question de précision. Donc les surfaces présentées, ça concerne aussi bien les destinations de consommation humaine qu'animale.
Oui, alors globalement, on peut quand même vite faire le tri, hein, excepté sur le soja. Oui. Après, sur les autres productions, de fait, le pois et la févrole sont avant tout sur de l'alimentation animale et la lentille et le pois chiche avant tout sur l'alimentation humaine. Mais en effet, sur le soja, c'est mélangé. Je n'ai pas le détail de ce qui part dans quel type de filière. D'accord, merci. Et il y avait une petite précision, une petite précision et sur le tourteau de soja où cette année, a priori, il y avait pas mal de rareté en soja en deuxième année de conversion et très peu d'offres ou plus d'offres en tourteau de soja bio à destination de la nutrition animale. Donc, est-ce que vous confirmez et il y avait éventuellement des explications pour cette année? Alors sur le tourteau, j'ai pas d'infos à donner. Certainement que les personnes présentes des coopératives seront plus à même. Par contre, j'ai pas forcément compris. Pour moi, il n'y a vraiment pas eu de manque de volume de C2. Au contraire, il y a eu beaucoup trop de volume produit avec des baisses de prix en conséquence sur ces 2 dernières années. Okay. Après, pour les tourteaux, je laisserai les fabricants d'aliments répondent, j'ai pas l'info.